Salut, bienvenue à ici London. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité politique de notre pays. Ce n'est pas une personne à présenter. Il s'agit bien de Madame Eve Bazaïba. Elle est secrétaire générale du Mouvement pour la libération du Congo, MLC en sigle. Elle est en séjour politique ici au Royaume-Uni. Elle a vu les officiels de ces pays, notamment du Parti conservateur, et continue toujours sa tournée. Nous allons inviter Madame Eve Bazaïba à pouvoir nous expliquer l'objet de sa visite et puis sa rencontre avec la base du MLC et les mouvements qu'on appelle les combattants aujourd'hui au Royaume-Uni. Salut Madame Eve. Oui, salut. Merci monsieur le journaliste. Je suis venu ici à UK et précisément à Londres à l'invitation de la diaspora congolaise, précisément les femmes de la Common Cause qui travaillent avec WILF, qui est une organisation internationale des femmes de plusieurs centaines d'années, Women International League for Peace and Freedom, et puis en collaboration avec les autres femmes. Donc à leur invitation, je suis venu dans le cadre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la participation des femmes autour des tables de négociation, des résolutions des conflits, bref, la participation des femmes dans les instances de prise de décision, notamment leur protection en cas de conflit et aussi la prévention des conflits en général pour épargner les femmes. Alors, les femmes de Common Cause ont profité, donc ont saisi l'opportunité du 31 octobre de chaque année, depuis 2000, que les femmes du monde célèbrent donc cette résolution qui a été une avancée très significative par rapport aux droits des femmes. Comme je l'ai dit, en plus de la CEDF ou la CIDO en anglais, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Et donc on a cette résolution-là qui oblige les États à tenir compte des femmes. Mais ce qui se passe dans notre pays, ce n'est pas le cas. Donc c'était la préoccupation majeure des femmes de Common Cause qui ont lié la situation des femmes pendant les conflits armés et la situation des femmes par rapport aux violations de leurs droits, non seulement l'intégrité physique, mais aussi les droits démocratiques. Elles ont voulu augmenter le plaidoyer à ces sujets, surtout pour qu'il puisse être appliquée la résolution 2277 sur les questions de la démocratie politique dans notre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne est devenue une voix forte, non seulement une voix diluée au niveau de l'Union européenne, mais avec le Brexit, en tant que pays européen, la Grande-Bretagne aura sa voix à elle, en plus de son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc voilà. Merci Madame. Vous êtes femme politique, vous êtes membre du Parlement. Vous ne représentez pas que les femmes, vous défendez les intérêts de la nation congolaise en général au sein du Parlement. Et vous êtes ici, et ça coïncide avec la crise politique chez nous actuellement, autour de la date butoir du 19 décembre. Il y a déjà des tractations politiques. Il y a eu les dialogues conduits par Eden Kodjo et co-modérés par Vital Kamerhe. Les résolutions ont été signées et puis publiées. Il y a certains membres du rassemblement qui continuent toujours à signer. Quel est votre avis là-dessus? Oui, je vais commencer par dire que même en étant ici, c'est ça en fait la préoccupation aussi des femmes de Common Cause, la date butoir du 19 décembre 2016 qui constitue le deadline, donc le deuxième et dernier mandat du président Kabila. Alors, si je suis venu ici, c'est pour faire le plaidoyer, justement dire aux décideurs, parce que qu'on le veuille ou pas d'une certaine manière, les pays comme les nôtres continuent à collaborer dans le sens des décisions des politiques avec le membre du Conseil de sécurité. Alors, nous voulons l'application de cette résolution. Alors, sur place au pays, mon point de vue politique, c'est que le MLC, mon parti, et le Front pour le respect de la Constitution,
nous avons rejeté tout dialogue convoqué par le président Kabila. Nous l'avons rejeté, y compris la société civile d'ailleurs. Je peux citer la Lucha, Filimbi. Senko a essayé de jouer à l'église au milieu du village en y allant, mais lorsque la Senko a remarqué que on était en train de s'écarter pratiquement de la Constitution, la Senko s'est retirée, veut jouer maintenant son rôle autrement. Alors, nous avons rejeté ces dialogues. Pourquoi? Parce que ces dialogues convoqués par le président Kabila n'avaient que pour objectif la prolongation de son mandat en échange de partage du pouvoir. Parce que le dialogue au Congo a perdu son sens des valeurs nobles, a perdu son sens des vertus. Le dialogue pour les politiciens congolais est devenu désormais asseyons-nous, parlons et partageons les pouvoirs. Alors que cette manière de combinaison, arrangement politique pour partager les pouvoirs a été prohibée par notre Constitution. C'est une époque révolue. Au sein de la Constitution, nous avons ce que nous appelons le pacte républicain, un contrat social où nous nous sommes dit à l'issue des négociations politiques intercongolaises de Sun City, nous nous sommes dit plus jamais un Congolais ne prendra le pouvoir par la force. Et celui qui prendra le pouvoir au sommet de l'État pour la destinée du Congo l'exercera pendant un mandat de 5 ans, une seule fois renouvelable. C'est là pour devoir corriger les erreurs, les souffrances que nous avons connues depuis 1960 à ce jour, où il n'y a eu que des problèmes de contestation, de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Alors, le président Kabila, dans sa logique de se pérenniser au pouvoir, nous ne pouvons pas le suivre. Le rassemblement a fait de même. Le rassemblement était aussi dans la logique du dialogue, mais le rassemblement s'est rebiffé pour dire que le dialogue tel que convoqué par Kabila est très dangereux parce qu'il a déjà de ses idées préconçues avec tant d'autres démarches que nous, au sein de la dynamique à l'époque, lorsqu'on y était encore, nous avions combattu les stratégies et stratagèmes pour rester au pouvoir parce qu'en fait, la réalité, la crise au Congo n'est qu'une crise artificielle qui a pris corps actuellement. Artificielle parce que montée de toutes pièces par le président Kabila, étant donné qu'il ne veut pas intérioriser qu'il est dans son deuxième et dernier mandat. Il a donc monté ses stratégies, ils ont tenté à réviser la Constitution, ils ont tenté à réviser la loi électorale, à nous amener dans plusieurs autres démarches, les intimidations, la corruption, et puis finalement, ils ont eu la trouvaille du dialogue parce que c'est difficile de dire non au dialogue, mais nous avons osé en expliquant à la population. Alors, actuellement, ils ont signé cet accord de Kanchachi. Nous regrettons que nos inquiétudes s'avèrent être fondées. Parce que lorsque nous disions aux Congolais que ne participez pas, nous ne voulons pas, c'est juste pour partager les pouvoirs en échange de prolongation du mandat du président Kabila, on pensait que nous lui perdions des intentions. La vérité est là. La réalité, c'est qu'il a recherché 2 ans ou 3 ans de transition. Nous ne pouvons pas le suivre dans ces démarches parce que quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, quelqu'un qui n'a même pas le kilo de respecter la Constitution, parce que cette Constitution n'a jamais été, ce n'était pas une Constitution promulguée par le président Mobutu, Kasavubu ou Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais par lui-même. Mais il s'est dédié, alors qu'il a prêté serment devant Dieu et la nation, d'observer et de faire observer la Constitution. Alors, s'il ne respecte pas la Constitution, quelles sont les garanties que nous avons pour qu'il puisse respecter un accord qui ne vaut même pas un arrêté ministériel? Alors, vous évoquez la dynamique de l'opposition et vous étiez en bon rapport avec Vital Kamerhe, c'est lui qui a co-modéré les dialogues. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Vital Kamerhe est passé par chez vous pour essayer de vous convaincre de joindre les dialogues. Il y a eu aussi l'ambassadeur des États-Unis qui est passé par chez vous rendre visite. Ça a changé votre idée par rapport à tout ça, ou vous restez toujours constante par rapport à vos positions? Oui, pour citer M. Kamerhe, à aucun moment il n'est passé chez nous. Il ne peut même pas oser.
nous nous connaissons très bien. Il ne peut même pas oser venir m'aborder parce qu'au moment où nous parlons, s'il va suivre cette vidéo, je crois que même si il a accédé à cette primature, ça serait la mort dans l'âme parce que il aura reconnu que en peu de temps, on l'a d'ailleurs résumé ses propos, il est passé de 180 degrés du respect de la Constitution à la violation de la Constitution. Ça, c'est pour juste ses intérêts personnels. Ce qui est dommage parce qu'à un moment donné, il s'est battu pour se rendre crédible. Et puis lui-même est en train de battre en brèche sa crédibilité. C'est vraiment dommage pour une intelligence congolaise de ce niveau-là et transformer l'intelligence au service du mal. Je pèse mes mots quand je le dis, même s'il suit la vidéo, il est conscient de ce qu'il a fait. Alors, l'ambassadeur des États-Unis est venu nous voir après la signature de l'accord inconstitutionnel de Kantchachi. C'est juste pour demander au MLC quelle a été notre position. Parce que lorsque le MLC était dans l'observation, d'aucuns étaient en train de nous prêter aussi beaucoup d'intentions. Nous étions en train d'observer. Nous avons suivi la démarche du rassemblement. J'ai tweeté même que nous sommes ensemble avec les rassemblements, mais si les rassemblements s'écartaient de la Constitution, nous n'allons pas le suivre parce que surtout ça ne peut pas se faire avec le président, l'autorité morale du rassemblement, l'autorité plutôt des comités des sages, qui lui est le premier citoyen congolais docteur en droit. Je ne pense pas qu'il peut amener les Congolais dans une démarche de nous écarter du droit. Alors, lorsqu'on a parlé, les rassemblements a parlé du régime spécial, on ne voyait pas où est-ce qu'on pouvait placer ces régimes spéciaux. Parce que nous, notre socle de combat, c'est la Constitution qui constitue l'unité, la cohésion nationale, le pacte républicain, comme je l'avais dit. Et de l'autre côté, on ne peut plus l'expliquer autant. Les accords de Kantchachi se sont écartés en fait de la Constitution. Le MLC ne pouvait que observer et consulter. Nous avons procédé à des consultations au niveau des partis politiques, au niveau de la société civile. Vous savez que nous en avons toute une pléiade. On a pu nous convenir avec 46 partis politiques et jusque-là 31 organisations de la société civile et certains groupes de pression pour que nous puissions mettre en place ce que nous appelons le Front pour le respect de la Constitution. Je crois que la mission, les objectifs, se trouvent être consolidés dans l'appellation. Pourquoi nous voulons le Front pour le respect de la Constitution? D'abord parce que c'est le peuple congolais s'est attaché à ça. Bon, on peut ne pas accepter la crédibilité des derniers sondages ou études faites par un institut américain aux États-Unis, à New York. 81% des Congolais disent non à la modification de la Constitution. Seuls 14% des Congolais soutiennent l'accord de Kantchachi et le reste, comme il y a toujours des indécis partout ailleurs au monde. Deuxièmement, la Constitution en soi constitue pour nous l'arbre sur lequel nous sommes assis. La base, je ne sais plus comment l'expliquer, et c'est l'idée des droits des citoyens, la manière dont les citoyens congolais se sont dit, voilà, c'est de cette manière que nous allons nous organiser. Et nous nous sommes convenus autour de ça. Si nous nous écartons de cette logique, nous sommes à la croisée des chemins. Soit on suit la voie de la dictature, ça nous revenons plus de 20 ans en arrière, en foulant au pied, en sacrifiant en fait la mémoire de tous les Congolais qui ont versé leur sang. Après les pertes de l'indépendance, il y a des gens qui ont versé le sang pour la démocratie. Depuis le 16 février 1992 à ce jour, chaque date porte son poids en lettres écrites par le sang. La dernière en date, c'est le 19 et le 20 septembre 2016. Ou alors, nous respectons la mémoire des nôtres qui sont tombés et que nous nous respectons nous-mêmes, nous aimons notre pays, nous suivons la voie du respect de la Constitution. J'ai même dit, c'est l'intérêt même de Kabila. Parce que les Congolais ne sont pas rancuniers. Les Congolais n'est pas un peuple vent en guerre. Les Congolais, tout ce qu'ils veulent, c'est la paix, la sécurité, le développement. Les Congolais aiment ce que vous dites en anglais,
les Congo by night. Vous allez partout, ils aiment jouer, danser, aller au football, se réjouir. Mais l'approche du président Kabila, quand même, c'est regrettable. Il nous amène dans une démarche où nous devons réfléchir nuit et jour comment sortir notre pays du bourbier, alors que c'est lui qui en est le responsable, supposé être le garant de la nation. C'est pourquoi j'avais même un jour dit dans un journal de la place au niveau international, si le président Kabila s'aime et il s'est dit aimer le Congo, il devait intérioriser qu'il est dans son deuxième et dernier mandat. Parce qu'il n'est pas spécial. Il y a des gens plus âgés que lui, plus intelligents que lui, qui ont aussi plus souffert que lui, parce qu'il a toujours dit « j'ai souffert pour ce pays, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela ». Il y a des gens aussi qui ont beaucoup perdu pour ce pays. Mais Dieu l'a choisi parmi 80 millions de Congolais pour trôner sur le Congo pendant 15 ans. Qu'est-ce qu'il a de spécial que les autres? Mais ce n'est pas comme ça qu'il va rendre l'ascenseur à Dieu ni aux Congolais. Mettre la vie de tout un peuple en danger, tout simplement parce que lui ne veut pas quitter les pouvoirs. Il faut savoir quitter les pouvoirs avant que les pouvoirs ne vous quittent. Là, les Congolais sont décidés. Ce n'est pas parce que nous sommes contre lui. On n'a rien à voir. On n'est pas contre lui. Mais tout simplement, il a prêté serment. Et il doit respecter son serment. Nous l'aidons tout simplement à respecter son engagement. Le 19 décembre 2016, il doit aller. Bon, ce n'aura peut-être pas par baguette magique. S'il dépasse et qu'il veut régner par défi, n'est-ce pas? Il va peut-être se jouer de nous, mais il ne va pas se jouer de Dieu. Parce qu'il a prêté serment devant Dieu et la nation. J'insiste et je répète. La population va se prendre en charge par rapport aux lois et règlements de la République. L'article 64 est là. Nous allons évoquer l'article 165 qui parle de haute trahison au cas où le président de la République violait intentionnellement la Constitution. Mais Dieu aussi a un mot à dire par rapport au parjure. Dieu punit ceux qui prêtent serment et qui ne l'exécutent pas. À moins qu'il y ait autre chose, en tout cas, tel que moi je connais l'amour de Dieu vers ces pays, Dieu va agir. Il y a certaines voix qui s'opposent à la révolution. Il y a la Senko qui s'engage aussi. La Senko a pris le bateau le pèlerin. Elle est en train d'exiger cette fois-ci un dialogue inclusif. Je pense que si vous êtes au courant, les démarches sont en voie. Et la Senko a commencé les rencontres avec certaines bases, certaines formations politiques. Mais quand vous êtes déjà membre du Front pour le respect de la Constitution, et vous allez aussi vous adhérer aux démarches de la Senko? Mais je vous ai dit ici que les Congolais ne sont pas rancuniers, ils ne sont pas vents en guerre. Vous savez, c'est pousser les gens à l'ultime que de parler d'une révolution. N'est-ce pas? Et celui aussi qui n'ose pas les tons dans la souffrance peut être aussi une victime consentante, peut être appelé comme complice. C'est pourquoi les Congolais osent les tons pour parler. Moi-même, j'ai rencontré la Senko avec les membres du Front pour le respect de la Constitution, ensemble avec les rassemblements. Il est question pour nous, on s'est dit, bon, nous avons compris. D'un côté, vous avez les Congolais aujourd'hui qui veulent coûte que coûte, pour des intérêts personnels, rester au pouvoir. Ils ont eu leur accord, prolonger le mandat du président Kabila en échange de se partager les pouvoirs. C'est une corruption, hein, je l'ai dit en passant. Alors, ils ont eu leur accord. Ils ont donné un certain nombre de dates hypothétiques pour organiser les élections, parce que le grand problème ici, c'est d'avoir l'élection présidentielle être organisée dans les délais constitutionnels. On ne l'a plus. Mais la Constitution est complète. Il y a d'autres voies, il y a d'autres fenêtres laissées par la Constitution par rapport à l'organisation des élections dans un délai qui se rapproche justement du respect de la Constitution. Nous demandons qu'ils donnent leur point de vue. Nous aussi, nous avons notre schéma de sortie des crises, le rassemblement des conclusions du conclave. Nous allons voir d'abord au niveau du front et du rassemblement, pour voir les common ground, comme vous dites ici chez vous, donc l'harmonisation. Et après,
nous allons voir qu'est-ce qui nous différencie. Mais d'entrée de jeu, je vous dis, ce qui nous différenciera des Kantchachi, c'est d'un côté, vous avez ceux qui suivent la Constitution et de l'autre côté, ceux qui n'en veulent pas. Alors nous avons trouvé la voie de sortie à ces sujets-là. Nous avions rencontré donc, la Seniko est constituée des Congolais qui sont, comme je vous ai dit, qui veulent la paix. Lorsque le président Kabila et la majorité au pouvoir présente le paradoxe dans l'opinion pour dire nous qui avons refusé le dialogue, c'est nous qui voulons la guerre, et lui il se présente comme un monsieur gentil qui tend la main à l'opposition et l'opposition refuse. C'est juste le contraire. Si on veut parler en termes de paix ou en termes de guerre, n'est-ce pas lui qui a bâti campagne en 2006, voter Kabila égale voter la paix? Où est la paix à l'est du pays? Les gens qui l'ont voté massivement sont en train de mourir massivement. Pas un seul mot, ni de condoléances, ni de compassion. En 2011, c'était la même chose jusqu'à présent. C'est lui qui avait pris l'engagement devant le monde pour la paix. Il n'a jamais donné la paix. Nous avons fait beaucoup de sacrifices. En 2006, il n'a pas gagné les élections. Nous sommes sacrifiés pour dire 5 ans, ça passe vite. En 2011 également, il n'a pas gagné les élections. Nous sommes sacrifiés aussi pour dire 5 ans d'autres, ça passe vite. Et voilà pourquoi nous nous accrochons au 19 décembre 2016. C'est l'espoir de tout un peuple. Il ne faut plus qu'on nous arrache même cet espoir. C'est pourquoi nous sommes venus ici parler aux Britanniques, nous parlons aux Américains qui étaient venus nous voir, nous parlons aux décideurs du monde. Nous savons qu'ils ont des accords, des partenariats. C'est le président Kabila qui est dans le règne du pouvoir. Que les partenaires ne pensent pas que si le président Kabila n'est pas là, et ils ne vont pas trouver leur compte. Non, les hommes passent, les institutions restent. Nous n'avons pas besoin des hommes ou des femmes fortes, mais des institutions fortes. C'est ce qui nous intéresse. Nous sommes prêts à coopérer, à collaborer avant et après, même avec ceux avec qui il a signé des accords. Parce que le grand problème, c'est ça. Parce que les intérêts personnels dont on parle, c'est plus sur les richesses de notre pays. Et nous attirons l'attention de la communauté internationale à ces sujets. Je l'ai dit parce que le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est le deuxième poumon du monde. On parle du réchauffement climatique. Le monde sera sauvé, entre autres, par l'oxygène qui se trouve au Congo. Nous renfermons la réserve en eau douce. Il y a peut-être la guerre en termes de minerais, mais il peut y avoir aussi la guerre demain en termes d'eau. Nous sommes prêts à fournir de l'eau dans le monde. Alors, n'aimez pas seulement les Congos, mais il faut aimer aussi les Congolais. C'est ce que nous disons aux partenaires internationaux. Vous êtes ici, vous avez rencontré les officiels d'ici. Nous connaissons la position de la Grande-Bretagne par rapport au Congo. Leur ministre chargé des Affaires africaines a précisé l'autre fois dans un communiqué. Et ils appuient aussi l'annonce de l'Union européenne sur les sanctions. Et quelle est leur position officielle? Pensez-vous que la position de la Grande-Bretagne pourrait constituer de pression? Oui, nous demandons des pressions. Nous demandons des pressions, nous demandons des sanctions parce que quand on est au pouvoir parfois, les pouvoirs enivrent. Il y a des gens qui sont autour du chef de l'État qui jouent le jeu de l'hypocrisie. Je prends la largeur de dire aujourd'hui en toute responsabilité que le président Kabila lui-même travaille avec des hypocrites tout autour de lui. Au même moment, il les sécurise pour dire qu'il peut rester. Au même moment, tous, à quelque niveau que ce soit, nous soutiennent, disent que vous avez raison, mais là où nous nous trouvons, nous sommes aussi en insécurité si nous osons dire quoi que ce soit à l'intérieur de la boîte. La preuve, c'est que vous avez eu le G7. C'est ça la vague de ceux qui ont osé donner un avis dans le sens de la démocratie, dans le sens du développement. Et la preuve, c'est que vous avez d'autres qui quittent aussi les coins. Bien entendu, dans notre rang de l'opposition, ne suivez pas, ne faites pas attention à des assoiffés du pouvoir qui ont la politique du ventre, qui vont aujourd'hui suivre cet accord de Kantchachi pour signer. Vous savez que cet accord aura même du mal, ne fût-ce que dans leur coin, à être appliqué. Ils ont déjà repoussé leur mise en place du gouvernement pour je ne sais quelle date, parce qu'ils se tiraillent dessus. Mais Matata Ponyo a présenté l'exercice budgétaire, il dit que c'est pour le prochain gouvernement. Oui, mais pour le prochain gouvernement,
Mais je dis en termes d'application de l'accord, ils sont en train déjà de se battre. C'est un marché de dupes. Ne vous en faites pas. Nous, cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la mise en œuvre de la Constitution. C'est le départ du président Kabila les jours J. Et pour lui, ça sera de respecter la Constitution. Ça sera rendre l'ascenseur à ces pays-là qui a accepté sa gestion, quelle que soit la mauvaise gouvernance que nous avons vécue. Ça sera une manière de rendre l'ascenseur. On ne sera pas rancunier. Là, la Constitution les protège. Dit de lui sénateur à vie, parce que nous aurons constitué que 15 ans qu'il restera au pays, il serait resté au pays, et il sera, comment on dit, une personne ressource par excellence, parce qu'il y a des choses que lui connaît et que celui qui viendra gérer ne saura pas. On peut le consulter, il sera au Sénat. N'en déplaise à ceux qui disent qu'il n'a pas l'âge d'aller au Sénat, on ne va pas l'envoyer à la retraite. Mais mon Dieu, être au Sénat, ce n'est pas être retraité. Les sénateurs sont des politiciens actifs. Hein? Regardez le cas du président de Bénin. Dans leur constitution, on n'a même pas mentionné qu'il soit au Sénat ou qu'il ait je ne sais pas quoi d'autre. Il est rentré dans son village. Il n'a même pas fait 2 semaines. L'Union africaine l'a demandé pour gérer la situation de Guinée et consorts. S'il veut être un monsieur dans ce monde, je crois que il va écouter la voix de la Constitution, il va penser à son serment. Mais au cas contraire, il n'aura plus la parole d'officier qu'il avait dit, que je donne ma parole d'officier, je ne vais pas toucher à la Constitution, je n'irai pas au 3e mandat. C'est tout ce que nous attendons. On n'attend rien de plus. Parce que ce qu'on attendait de lui, on n'a rien trouvé. La santé, l'éducation, l'emploi, l'habitat, le bien-être, le minimum, l'eau, l'électricité, on n'a pas eu. Mais on ne lui en veut pas, parce que nous sommes des humains. Quelqu'un peut avoir des limites dans la gestion, ça dépend. Lui-même avait dit qu'il n'avait même pas 15 personnes capables pour l'aider à gérer. Peut-être qu'il n'avait pas trouvé ces gens-là. On ne va pas lui en vouloir, mais tout ce que nous demandons, c'est que nous avons attendu 10 ans. Je crois que ça suffit. L'actualité, c'est aussi l'Union africaine. Certains membres de l'Union africaine, leur position par rapport à la CPI, ils sont en train de revoir leur position par rapport à la CPI. Il y a des rumeurs selon lesquelles la République démocratique du Congo pourrait aussi entamer son retrait de la CPI. Cela vous concerne, vous, du MLC? Oui, ça ne nous concerne pas seulement nous du MLC, ça concerne le peuple congolais, parce que le sénateur Jean-Pierre Bemba, c'est une personnalité congolaise, c'est un fils de ces pays-là. C'est dommage que le combat, la justice sélective et discriminatoire que nous vivons contre le sénateur Jean-Pierre Bemba, le MLC se bat seul, à côté peut-être de la famille biologique du président. Nous sommes rejetés. Un complot ourdi, un complot international. Mais nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Heureusement, dans le MLC, nous disons, avec Dieu, nous vaincrons. Alors, de l'autre côté, en tant que juriste, en tant qu'une personne éprise de paix et de justice, je me dis, est-ce que c'est la solution des retraits? Les retraits peuvent être considérés comme une pression. Bon, je ne vais pas spéculer sur les rumeurs des retraits pour la RDC, mais je parle dans l'ensemble. Toutes les revendications des pays africains au sujet de la justice discriminatoire de la CPI, et ces revendications sont fondées. Parce que en réalité, la CPI a été mise en place pour défendre les droits des faibles, les voiceless, les droits des victimes des crimes, des graves crimes internationaux. Mais aujourd'hui, c'est du déviationnisme total. Par exemple, je peux vous dire que le budget de la CPI est de 100 millions d'euros par an. 100 millions, parfois 100 et 300 et 6 millions. S'ils ont une faible capacité d'absorption pour une année, on descend à 100 millions juste. Depuis 2002 à ce jour. Et le bureau du procureur, à lui tout seul, a droit à 40% de ses budgets. Les restes éparpillés dans d'autres instances, les greffes, la présidence, l'unité des communications et l'unité de la défense, etc. Mais les comptes des victimes, je ne pense pas qu'il y ait autant d'années après, même
250 millions de dollars, d'euros. Rien, absolument rien. Tout ce qu'on fait des victimes, c'est d'aller descendre sur le terrain, les photographier, hein, et puis publier des journaux et tout. On ne donne rien aux victimes. Je connais la situation de la République démocratique du Congo. Des condamnations bidons. Hein, c'est vraiment... c'est incroyable. Il y a des chercheurs qui descendent dans la Cour pénale internationale. Moi-même, j'y suis permanente à la Cour pénale internationale. Quand vous suivez les dépositions des témoins, c'est un scandale. Alors, je me dis, est-ce que le retrait, c'est une solution? Je pense qu'il faut faire un état des lieux. Les pays signataires des statuts de Rome, que ce soit de l'Afrique ou d'ailleurs, devaient faire une évaluation pour s'arrêter un peu, savoir est-ce que la Cour pénale internationale est en train d'exécuter les buts pour lesquels il a été mis en place. Ça devient un business. C'est des business pratiquement. Les gens se tapent des bagatelles, sommes d'argent qui restent. Et je crois que je respecte des pays qui ne se sont pas engagés à signer, quoique moi-même j'ai battu campagne pour avoir une telle cour. Il y a même des pays africains qui n'ont pas osé. Moi, je sollicite plutôt, je suggère qu'il y ait cet état des lieux, qu'on fasse l'évaluation en bonne et due forme, qu'on puisse recadrer les tirs, parce que ce n'est pas correct. Se retirer, ça n'a pas de sens. Je sais que les pressions aussi jouent, parce que j'ai suivi la procureure qui a commencé à dire qu'il faut négocier avec les pays africains. Vous savez que plus un État est fort, plus la CPI est faible, au point d'être même incapable de pousser ces pays à ratifier les statuts de Rome qui créent la Cour pénale internationale. Donc, quand un État est fort, la CPI n'ose pas. Mais lorsqu'il y a des États faibles, la CPI vient s'aventurer inutilement dans cela. Regardez ce qui s'est passé, si vous me permettez. Pour le même fait, où M. Bemba est en privation de liberté, ce qui s'est passé dans le même terrain à Bangui, on limoge M. Babacar Gueye, qui est le responsable des casques bleus. On l'a fait aussi maintenant au Soudan, au lieu de l'appeler à la CPI, parce qu'on l'aurait dû aussi l'appeler pour qu'il réponde en tant que chef hiérarchique. Pourquoi seulement Bemba? Pourquoi pas les autres? Donc, merci d'avoir posé cette question-là. Je suggère qu'il y ait un état des lieux. La CPI a un bureau à Kinshasa et il y a eu des informations selon lesquelles il y a eu une délégation de la CPI qui est sur place à Kinshasa à cause de la répression policière, des arrestations. Vous-même, vous étiez victime de la répression policière, ça c'était le 26 mai dernier. Vous vous sentez en sécurité? Bon, on n'est jamais en sécurité. J'ai été victime de répression, mon fils a été kidnappé, nous avons des intimidations et tout. Mais on n'a que ces pays-là. Où est-ce que je vais aller? Je n'ai pas la possibilité d'aller résider ailleurs. Bon, on est là, on n'a pas de choix. La CPI, une fois de plus, je dénonce. L'équipe est arrivée à Kinshasa. Au lieu d'entamer les enquêtes, on vient s'adresser aux cours et tribunaux congolaises pour dire « nous sommes venus nous rassurer s'il y aura des enquêtes qui vont être faites ». Mais c'est ridicule, c'est aberrant. Pourquoi le procureur ne se saisit pas de ça d'office? Ils savent bien que la répression est venue d'où? De qui? Même lorsqu'on dit que les Congolais ne peuvent pas sortir dans la rue, non, les 19 que les gens ne sortent pas, vous allez vous faire tuer. Donc, si je sors dans la rue, je me suicide dans la rue, ou la balle vient de quelque part. Qui régorge, qui a le pouvoir de la répression? C'est l'État. La CPI devait plutôt interpeller le gouvernement congolais en passant par des enquêtes directement, au lieu de venir raconter des histoires, des avertissements. Même ce qui se passe à Beni, c'est un scandale. Comment vous pouvez comprendre qu'il y ait aussi ces silences-là? Tous les jours, au moment où je vous parle aujourd'hui, il y a des tueries. Alors systématiques. Et c'est quoi? C'est l'extermination de la République démocratique du Congo ou comment? Donc, je dénonce aussi ce que la Cour fait. C'est des aventures inutiles.
Madame, la dernière question, vous étiez aujourd'hui devant votre base du MLC, certains membres des combattants aussi. Combattants, ce sont des activistes congolais qui se disent défenseurs des droits de l'homme, de la politique au Congo. Et ils ont demandé à ce qu'ils veulent des politiciens constants qui tiennent à leur parole. Votre position là-dessus? Oui, bon, le phénomène combattant, je crois que je l'ai toujours dit. Moi, je comprends. Si j'avais la capacité de pouvoir de les gérer, je pouvais gérer. Ce sont des frustrations sociales et tout ça, mais mal exprimées certainement. Il faut les canaliser et l'organiser. Bon, la constance, je ne sais pas, de eux, nous, peut-être ils ne me connaissent pas, c'est pourquoi ils parlent de ma constance de ce côté-là. Je ne veux même pas émettre des commentaires, seulement je comprends la situation, mais aussi je leur dis, ils devaient s'organiser mieux au lieu de mettre la violence au premier plan à telle enseigne que vos revendications ne seront même plus respectées. Il fallait plutôt s'organiser autrement, pas en termes de violence, parce qu'après on ne vous écoute plus, on pense que vous êtes tout simplement des hystériques, même si vous aviez des revendications fondées. Merci Madame Eve Bazaïba pour avoir accepté l'invitation de Ici London. Ok, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir regardé cette émission. Pour avoir beaucoup plus de précisions sur nos précédentes émissions, vous pouvez aller sur notre page YouTube Media Praxis. Pendant ce temps, je vous dis au revoir.